Bonjour, bonjour. Bienvenue. Bonjour Thierry. Bonjour Max, bonjour à toutes et à tous. On a attendu 2 petites minutes. Voilà. Alors, bon, moi, pour la petite histoire, ça fait, presque 20 ans que je suis dans le domaine, et quand j'ai atterri dans une fiduciaire de 3 personnes, enfin, j'étais le 3e élément à l'époque, je me suis tout de suite, intéressé à l'optimisation des salaires des dirigeants. Et donc, pour appeler un chat, c'est: est-ce qu'il n'y a pas d'autres techniques pour, sortir de l'argent que bêtement, entre guillemets, par, du salaire? Donc, voilà, après, presque 20 années d'expérience dans le métier, je pense pouvoir me qualifier comme étant vraiment un super expert dans ce domaine. Alors, dans les petits slides que je vais vous présenter ici, c'est évidemment, un dossier n'est pas l'autre, hein, donc ce sera assez synthétique, ce sera balayé dans les grandes lignes. Évidemment, il faudra chaque fois, sujet par sujet, hein, on peut avoir des différences. Déjà, on n'a pas les mêmes stratégies quand une personne a passé les 60 ans qu'avec quelqu'un qui commence, qui a 35, 40 ans, etc., etc. Et donc le travail quand on fait ce métier-là, ou le jeu, hein, je sais pas ce qu'il faut dire, même si on s'amuse beaucoup en travaillant, c'est qu'on cherche le choix de la voie la moins imposée. Alors, je vais essayer de rendre la présentation un petit peu ludique, et Thierry, que j'ai invité, que je remercie d'ailleurs, de s'être rejoint à moi pour jouer à ce que je vais appeler l'œil de Moscou, hein. Donc Thierry, avocat fiscaliste, qui a beaucoup plus l'habitude, parce que c'est son métier, de défendre les droits des contribuables, que ce soit des sociétés ou des personnes physiques, face à l'administration fiscale. Et donc Thierry interviendra 5-6 fois dans les slides pour voir, entre guillemets, enfin j'espère que je ne ferai pas de bêtises et que je ne dirai pas de bêtises dans mes slides. Donc enchanté Thierry, merci beaucoup pour ta venue. C'est un plaisir, c'est un plaisir. On va commencer par ceci. Donc quand vous travaillez avec une société, on a forcément 2 patrimoines et 2 personnalités juridiques complètement distinctes. Donc, en fait, vous avez 2 casquettes. Vous avez une casquette où c'est une personne morale, et vous avez une casquette où c'est une personne physique. Et le jeu ou le travail, si vous voulez, c'est de chercher les endroits ou les techniques, entre guillemets, pour sortir de l'argent, où les pressions fiscales et sociales, parce qu'on additionne toujours le social quand on fait des calculs d'optimisation, sont différentes selon les chemins empruntés. Alors ici, Thierry, je voudrais peut-être que tu interviennes un petit peu sur cette fameuse phrase le choix de la voie la moins imposée. Est-ce que tu sais nous en dire un petit peu plus? Et alors, moi, j'aimerais bien aussi que tu étayes un petit peu l'histoire de l'abus fiscal. Donc on dit oui, on fait ça, et puis l'administration fiscale dit oui, c'est un abus fiscal, etc. Vous faites ça que pour l'optimisation. Voilà. Alors, le choix de la voie la moins imposée, c'est véritablement un leitmotiv de la Cour de cassation, un grand principe, à savoir que finalement tout ce qui n'est pas expressément taxé par une disposition légale n'a pas à être taxé. Et je suis, moi, libre d'organiser mon patrimoine, de structurer ma rémunération de la manière la plus avantageuse qui soit. C'est d'ailleurs le critère du bon père de famille appliqué à la fiscalité, dans la mesure où, imaginons, raisonnons par l'absurde, il serait totalement absurde et contraire même à l'esprit du bon père de famille de dire ok, je vais choisir la voie la plus taxée, je vais payer un maximum d'impôts. Donc il est absolument normal et absolument légal d'optimiser dans le strict respect de la loi, mais en disant voilà, s'il existe une niche, et si entre 2 voies parfaitement légales, j'en ai une qui me coûte moins cher, j'en ai une qui est plus avantageuse pour moi, j'ai le droit de la prendre, cette voie-là. Que l'administration fiscale apprécie ou pas, c'est un autre problème. Alors, ça doit être d'office bien fait, strictement légal, tout à fait défendable, correspondre à la réalité, mais dès le moment où on reste dans ces critères-là, à part le fait de très légitimement répondre à une question de l'administration fiscale, qui peut poser des questions en toute matière, pourquoi pas. Mais à partir du moment où justement on lui présente un dossier qui a été réfléchi, structuré, et on reste dans un cadre strictement légal, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Alors l'abus fiscal est une disposition qui, pour l'instant, commence à être beaucoup utilisée par l'administration fiscale. Elle figure à l'article 344 du Code des impôts sur les revenus, et a aussi son pendant, d'ailleurs, en droit d'enregistrement, en droit de succession. Et c'est l'abus fiscal, c'est quoi? C'est le fait de réaliser finalement une opération abusive, c'est-à-dire pas une opération illégale, mais une opération où, légalement parlant, on viole les objectifs du législateur ayant instauré une situation de taxation ou d'octroi d'un avantage fiscal. Ça, c'est l'abus fiscal. Alors, c'est l'administration qui doit démontrer l'existence d'un abus fiscal. Elle doit le faire au moyen d'abord d'un argument objectif, va déterminer, ok, vous avez échappé à l'application d'une situation de taxation ou vous avez bénéficié d'un avantage fiscal alors que l'objectif du législateur n'était pas là.
c'est déjà très compliqué pour l'administration fiscale d'établir cet élément-là, parce que les objectifs du législateur, ils sont rarement définis. Mais quand on optimise une rémunération, pour l'instant, je connais parfaitement, je pense, la jurisprudence fiscale, il n'y a jamais eu de jurisprudence fiscale en matière d'abus fiscal sur de l'optimisation de rémunération. Par contre, effectivement, il faut faire très attention quand on a des opérations de cession d'actions, notamment. Là, il y a plusieurs décisions récentes qui ont donné raison à l'administration fiscale en disant bah voilà, vous avez fait une plus-value sur action, mais en fait vous avez échappé en dehors des objectifs législateurs au précompte sur la dividende, vous nous devez le précompte. Et donc ça c'est l'élément objectif. L'élément subjectif, c'est le fait de dire quelque part, le contribuable, il peut dire, mais non, j'ai fait ça pour d'autres raisons, pour des raisons non fiscales. Il a encore la possibilité de démontrer ça, même si l'administration revient à ce niveau-là. Mais dans le propos d'aujourd'hui, c'est-à-dire dans la structuration, dans l'optimisation de la structuration de rémunération, pour l'instant, il ne faut pas avoir peur de l'abus fiscal. Je n'ai jamais vu le moindre cas d'application en la matière. Allez, alors, super. On va donc y aller dans le vif du sujet. En fait, les gens ne se rendent pas compte, c'est quand on leur met devant leurs yeux, au fait, les fameuses 4 tranches d'imposition, hein, qui vont, on appelle ça la progressivité, non, progression de l'impôt, enfin bref. La tranche 2, donc les 40% commencent aux alentours de 14 000 euros. La tranche suivante, c'est aux alentours de 25 000 euros. Et alors, à partir de 42 43 000 euros, ben là, on est dans la fameuse imposition, hein, que tout le monde connaît en disant, les impôts, c'est 50%. Alors, c'est pas fini. Pourquoi? Parce que au-dessus de cette fameuse tranche de 42 43 000 euros, il faudra encore rajouter quoi? Les impôts communaux, d'accord? Sauf si vous habitez à Knock, ou de mémoire, c'est toujours 0. Dans Et c'est toujours 0. Ouais, c'est toujours 0. Hein, je pense que c'est le seul en Belgique, hein, qui a le 0. Ouais, de mémoire, en tout cas, c'est ça. Mais donc, on va devoir appliquer l'impôt communaux. Généralement, en fiscalité, nous, on le met à 3,5. La réalité, c'est que ça pourrait être 4 maintenant, parce qu'il y a des communes où on est à 8. Et en fait, si on fait 50%, 50% de 8, ça ferait 4. Mais voilà, généralement, nous, quand on fait des calculs fiscaux, on les bloque sur 3,5. Et alors, par-dessus tout, il faudra encore rajouter quoi? Les fameuses cotisations sociales. Alors ici, je vais un petit peu déformer mes paroles et les calculs, c'est quand on fait l'optimisation, le social, même s'il y a un retour, bien évidemment, sur le social, parce que le social, c'est pas une taxe, c'est une participation sociale, où la grosse manne, c'est principalement pour la pension, hein, la pension des indépendants. D'ailleurs, Thierry, j'ai regardé dans mon My Pension personnel, et j'étais effaré parce que j'ai vu au fait que les minimums avaient quand même bien augmenté. Je pense que les minimums pensions, donc quand on paye les cotisations minimales, on est passé de l'ordre, on était avant genre à 1200, 1300, et en tout cas maintenant c'est genre 1600 euros. Donc voilà. Mais dans les propos que je vais vous expliquer ici, même si on le sait bien évidemment que c'est une participation sociale, je les considère à un moment donné comme étant une taxe sur le salaire. Alors, pression fiscale des personnes physiques, en fait, la réalité, c'est quoi? C'est qu'à partir de 14 000 euros, c'est une pression de dingue. Pourquoi? Parce que je vais vous démontrer, chaque fois, toutes les explications que je vais vous faire, on parle toujours en base 100. C'est-à-dire que je mets toujours le 100 au-dessus, donc 100 ou 100%, enfin en pourcent. On devra passer du social dessus. Alors, vous voyez 18, hein, je l'ai mis ici dans le petit tableau, c'est 22% du brut, donc c'est 18 divisé en 82 égale plus ou moins les 22%. Alors, vous verrez pour la petite histoire que les cotisations officielles, c'est 20,05 et ces montants sont indexés aussi. Quand vous faites vraiment le calcul, vous verrez que ça tourne toujours aux alentours de plus ou moins 22%. Et donc, sur ce fameux brut de 82% qu'il reste après le passage des cotisations sociales, dans la tranche 2, donc avec les 40 plus les communaux, donc ici le calcul c'est 43,5%, on se retrouve avec 35 euros d'impôt. Impôt précompte, c'est un synonyme, hein, donc tout ce qu'on paye à l'avance, ça s'appelle précompte. Et si à la fin de l'année on n'en a pas payé assez du précompte, il faudra payer une majoration d'impôt, et inversement, si on en paye trop, on les récupère. Voilà, et donc en tranche 2, on se retrouve avec un net de 46% et donc une pression fiscale et sociale de 53,67%. Et alors, si on fait un petit jump dans la tranche 3, donc à partir de 25 000 euros brut, on se trouve à 58%. Et dans la tranche 4, donc c'est-à-dire au-dessus des 43 000 euros annuels imposables, on va se retrouver avec une pression fiscale et sociale de 62%. C'est-à-dire, en gros, pour appeler un chat, on se retrouve très très vite à partir de la tranche 2 dans un monde où on a 2 tiers de taxes et de sociales pour 1 tiers de net. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire en fait en optimisation salariale quand on travaille avec des sociétés? C'est qu'en gros, on va essayer d'inverser la vapeur. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 2 tiers pour 1 tiers, on va faire 1 tiers pour 2 tiers. Et je vais vous présenter ici 2-3 mécanismes finalement assez simples, et bien évidemment légaux, pour voir si on pourrait pas améliorer tout ça. Alors, premier petit truc qu'on commence à voir de plus en plus, je t'avoue Thierry, dans tous les dossiers, qui avaient
pas forcément à l'époque, c'est ce qu'on appelle chez nous le loyer meublé. Alors, pour qui? En fait, c'est très simple. Si vous êtes propriétaire, que ce soit un appartement ou une maison, vous avez le droit de louer partie de votre habitation qui est utilisée à titre professionnel. Ça peut être un petit bout de bureau, ça peut être un petit bout de cabinet médical, que sais-je. Voilà. Alors, sur un loyer, il n'y a pas de pression sociale, bien évidemment. Il faut faire attention à une chose, c'est la requalification sur l'administrateur de société. Donc, l'administration fiscale, à juste titre d'ailleurs, a mis des loquets de sécurité pour pas que on aille se servir là-dedans à outrance, mais donc il faut y faire attention. Alors nous, ce qu'on conseille souvent, de nouveau, c'est des petits calculs à faire, mais la réalité, c'est que vous n'y arrivez jamais, c'est qu'on fait des loyers, ce qu'on appelle dits meublés. Pourquoi? Parce que les revenus immobiliers ont une taxation différente et moindre que les revenus immobiliers. Voilà, c'est une toute petite astuce, mais on fait des locations dites meublées qui ont une finalité différente dans la déclaration fiscale. Et alors, sur vos loyers, n'oubliez pas, ça, on récupère encore malheureusement assez souvent, même parfois quand ils ont des loyers, forcément de déduire tout ce qui est charges, gaz, électricité, qui viendraient se mettre sur votre loyer. Alors, j'ai une petite question ici qui est intéressante parce qu'on me le demande souvent, et pas forcément avec ce produit-là, parfois avec d'autres produits. C'est, voilà, Thierry, j'ai un client qui vit avec 3 000 € et la question, c'est est-ce que je pourrais demain dire, est-ce que je peux vivre avec 2 500 € de salaire et 500 € de loyer? Donc, est-ce que je peux diminuer ma rémunération pour le remplacer par des revenus immobiliers? Oui, mais rien n'interdit de le faire, effectivement. Et l'administration n'est pas juge du fait qu'une rémunération augmente ou baisse. Ça, c'est pas de son ressort. La seule chose qu'elle puisse faire éventuellement, c'est contrôler que ce loyer meublé correspond à une réalité. Et donc, le conseil que je donnerais en la matière est d'abord de faire un bail écrit, de le faire signer par un mandataire ad hoc, parce qu'il ne faut jamais avoir le même nom des deux côtés d'un contrat. L'administration fiscale n'aime pas ça. Et de joindre justement, parce que quand on dit je vais louer une pièce meublée à ma société, il faut savoir qu'il y a bien entendu le bureau en tant que tel, mais il peut aussi y avoir un local d'archives, il peut aussi y avoir un garage. Bref, on peut tenter, c'est l'idée, d'augmenter autant que faire se peut la surface de la location meublée, parce que c'est la quote-part du revenu cadastral représentant le pourcentage de surface de la location meublée par rapport à la surface globale du bâtiment, qui va justement déterminer le seuil de requalification. Et en la matière, c'est mieux d'être marié, ou en tout cas d'être copropriétaire du bien, quand seule l'une des personnes est dirigeante et l'autre ne l'est pas, parce que ça permet de doubler quelque part le seuil de requalification, étant entendu que, comme en toute chose, il faut rester raisonnable et que le loyer doit quand même correspondre à une espèce de valeur de marché. Il ne faut pas faire un truc déraisonnable non plus. Il faut rester raisonnable dans les chiffres et dans les évaluations en disant, voilà, si je devais louer ça ailleurs, ça coûterait la même chose. Il ne faut pas non plus se dire, tiens, voilà, si je loue ailleurs, ça vaut 400 € et là, je loue 2000 à ma société. Ça ne va pas, bien évidemment. Mais ça, c'est pas comme ça qu'on procède et c'est sûrement pas comme ça qu'il faudrait procéder. Ok, super. Mais donc, on peut donc remplacer les revenus éventuellement du salaire par un loyer pour ceux qui n'auraient pas encore mis en place un loyer. Alors, comment est-ce que ça fonctionne en gros le loyer? Donc, imaginez, vous prenez un loyer voilà, de 500 € par mois. Il faut bien comprendre que la requalification, déjà, elle opère que sur le dirigeant. Donc, si madame est propriétaire ou inversement, hein, si madame est dirigeante et monsieur est propriétaire, hein, comme maintenant, vous avez tous appris, c'est la déclaration fiscale. Avant, c'était monsieur à gauche, madame à droite, et maintenant, c'est le plus âgé qui est à gauche. Donc, on sait tout de suite qui est le sage dans la famille. Mais quand il y en a un des deux qui n'est pas dirigeant, le non-dirigeant ne subit pas cette requalification. Donc, ça permet effectivement d'aller gratter, entre guillemets, un tout petit peu et d'économiser de ce côté-là. Et alors, on en parlait hier à la répétition générale, Thierry, c'est que il faut aussi bien évidemment faire attention parce que si l'autre partie a des gros revenus, etc., donc les calculs sont faits. En règle générale, de nouveau, hein, je vous explique les choses de manière générale. En règle générale, on arrive plus ou moins à des 70% de net en bas 100. Pourquoi? Parce que vous avez en partant de 100 €, comme c'est des revenus immobiliers, il n'y a pas de social dessus. Et puis, on a un brut imposable de 100 et on a généralement sur un loyer meublé, hein, je dis bien avec madame qui n'est pas gérant et monsieur qui est gérant ou inversement, on a généralement une taxation de l'ordre de 30%. Donc, en règle générale, sans même compter les intérêts qui peuvent se déduire, il y a une partie, il y a 2/3 du revenu, il y a 40% de 2/3 du revenu cadastral qui viennent se mettre en charge. Imaginez que vous êtes taxé à 50%, voilà, en gros, comme on enlève 40%, voilà, c'est pour ça qu'on arrive plus ou moins dans ces eaux-là à un ratio de 70% de net. Et donc, voilà, monsieur dit, si je prends 4200 € net, donc ça, c'est la deuxième colonne, si je prends 4200 € net en loyer, si je remonte, j'arrive à mes fameux 6000, donc mes 500 € x 12,
en salaire T4, donc salaire T4 dans mes tableaux, c'est quoi? C'est je suis en tranche 4 d'imposition, mais si j'avais pris ces 4 200 € là en salaire, ben, ça m'aurait coûté exactement 11 014,95. Et donc, c'est une opération entre guillemets toute simple et toute bête, c'est que vous dites, ben non, j'ai le droit de me faire un loyer meublé dans des limites raisonnables. Ah ben, je l'opère, ben, comme forcément je reçois 4 200 € par ce chemin-là, ben, je vais annuler ma fiche de paye de 4 200 € et ça me fera gagner, ça me fera une économie de plus ou moins 500 €. Alors, deuxième petit truc qu'on commence à voir aussi de plus en plus, mais c'est vrai qu'à l'époque, quand j'avais commencé, quasiment personne ne l'avait. Donc, c'est les frais, ce qu'on appelle chez nous, c'est les frais de repas et les frais de maison. Alors, les frais de maison, maintenant, ils ont donné une autre utilité depuis la crise du Covid. C'est qu'ils appellent ça, je pense, les frais de télétravail. Et les frais de repas, on appelle ça chez nous, c'est en fait, un dirigeant doit prendre au minimum ce qu'on appelle les chèques repas. Alors, les frais de maison, c'est quoi? C'est une partie forfaitaire qui est aux alentours maintenant de 100, c'est un petit peu moins de 150 €. Je pense que le chiffre exact actuellement, c'est 149 €. Et ça, en fait, c'est un forfait de menu dépenses pour tout ce qui est gaz, électricité, chauffage, eau, etc. de la maison. Donc, celui-là, n'oubliez pas de le prendre et de l'appliquer parce que vous avez le droit, c'est un forfait qui est autorisé. Il y a une autre technique, c'est pour éventuellement faire sur les frais réels, hein, dire ah, ben, j'ai 10% de mon habitation, je collectionne les frais, je reprends 10%. Elle est généralement un petit peu moins avantageuse et surtout elle est ennuyante parce que voilà, il faut collectionner les tickets. Et alors il y a une technique qui est plus du tout utilisée, c'est payé par la société avec avantage nature. Ça, je pense qu'on a discuté hier, hein, Thierry. C'est nous de toute façon on l'opérait jamais ou dans des cas très très précis, mais je crois que maintenant c'est devenu interdit ça. C'est-à-dire qu'effectivement, le ministre a modifié en fait du temps de l'explosion du prix notamment de l'électricité. Certaines grandes entreprises avaient dit, eh bien voilà, nous on va payer on va payer l'électricité, le chauffage de tout ou partie de notre personnel, et ils ne payeront eux que sur base d'un forfait déterminé par l'arrêté d'exécution du Code des impôts sur les revenus. Et immédiatement, le ministre a réagi en faisant modifier cet article 18 de l'arrêté d'exécution du Code des impôts sur les revenus, en disant, voilà, le forfait maintenant, la taxation forfaitaire dans le chef du bénéficiaire de l'avantage de toute nature qui résulte du fait que la société paye l'électricité et ou le chauffage, eh bien maintenant ces forfaits ne sont applicables que s'il y a en même temps mise à disposition de l'immeuble par la société. C'est-à-dire en gros, si moi j'habite dans ma maison qui est ma maison et pas celle de la société, je ne peux plus quelque part faire payer les frais d'électricité et de chauffage par ma société en étant taxé que sur base d'un forfait relativement avantageux. Ça n'est plus possible. Tout à fait. Et en plus, nous on avait fait les calculs à l'époque, c'est que l'ATN a très très fortement augmenté et donc il y avait vraiment plus aucun avantage à le faire. Et alors les chèques repas, les oubliez. Pardon. Quelque chose à rajouter? Pardon, Thierry. Non, mais d'accord avec toi. Effectivement, c'était une question de cas d'espèce, mais à part, souvent, on constatait que quand la maison était bien isolée, la consommation n'était pas énorme. Quelque part, le forfait était désavantageux par rapport à une base réelle. Voilà. Et alors les chèques repas, ne les oubliez pas. On voit malheureusement pour eux encore trop souvent des dirigeants qui les ont pas. Je veux dire, les dirigeants, ils ont tout à fait droit à prendre un chèque repas avec l'avantage en nature 1, 0,9, etc., etc. Donc voilà. Et quand vous additionnez les chèques repas, hein, on parle de 8 € par jour, donc en moyenne plus ou moins 20 jours, et ces fameux 150 € de frais de maison, on parle d'un montant de plus ou moins 300 € par mois. Et donc en bas 100, hein, j'ai essayé un petit peu de décortiquer, de le faire d'une manière sérieuse et précise. Les chèques repas, c'est une dépense non admise en société, donc j'ai valorisé ici. Et puis après, vous avez un brut et puis un tout petit avantage nature sur la partie chèque repas. L'autre partie, la remboursement de frais des gaz, électricité, maison, etc. Il n'y a aucune pression là-dessus. Et donc voilà, en gros, ce petit package-là, en bas 100, vous fait une sortie cash de plus ou moins 82-83%. Alors de nouveau, voilà, c'est 300 € multiplié par 12, ça fait 3 600 €. En chèque repas, voilà, c'est une charge, tout confondu avec le rejet de DNA, enfin le coût de la DNA sur le chèque repas, on arrive à 4 300 €. Même chose, en T4, vous auriez voulu prendre 3 600 €, vous avez un coût de plus ou moins 9 000 et des euros. D'accord? Et donc, vous voyez, ces deux petits trucs, les loyers de la maison, enfin les loyers meublés de la maison et les frais de repas, on a déjà gagné 2 fois 5 000 €. Donc je joue jamais à la loterie nationale, mais je pense qu'on est déjà quasiment proche d'un win for life. Je sais pas ce que tu en penses, Thierry. C'est des mécanismes entre guillemets tout simples, mais voilà qu'on ne voit pas assez régulièrement dans les dossiers. Alors,
le troisième bloc, et ce sera le dernier pour cet exposé, après je partirai dans le petit live, c'est bien évidemment les options sur action. Donc les options sur action, c'est une loi qui date de la Saint-Glinglin, comme on dit, hein, donc de 1999, et ce que nous vendons, ce que nous installons et vendons à nos clients et proposons à nos clients est basé sur un ruling de 2021, où d'ailleurs c'est toi qui avais opéré, Thierry, sur l'obtention de ce fameux ruling. Voilà. Et alors, c'est quoi les options sur actions? Ça paraît toujours un petit peu chinois, et puis ça fait peur aussi parce que dire des actions, c'est en bourse, c'est coté, etc. En fait, c'est ni plus ni moins qu'un bonus sur un salaire. Alors, l'avantage des options sur actions, par exemple par un exit cash, des dividendes et des choses comme ça, c'est que la partie, enfin pas les options en tant que telles, mais une partie du produit, si vous voulez, se retrouve sur la fiche de paye. Donc les avantages de nature, parce qu'on bénéficie d'options sur actions, et donc ça peut être utile parfois pour tout ce qui est crédit bancaire, etc. Alors ça fonctionne également aussi pour les petits salaires, hein, donc pour les gens qui ont besoin de moins de revenus. Donc, on peut tout à fait l'appliquer. C'est encore extrêmement rentable, même sur les petits salaires. Et alors, dans le ruling que tu avais obtenu, enfin que tu as obtenu, parce qu'il est encore valable, ça reste valable 5 ans, l'administration fiscale a autorisé d'activer ce mécanisme 2 fois l'an. Alors ça, c'est important. Pourquoi? Parce que le 2 fois l'an, déjà, on peut payer les taxes en 2 fois, donc ça permet de lisser les choses. Et alors, d'un point de vue, on va dire, rendement moyen et des choses comme ça, on se trouve dans une... on a divisé le paquet en deux. Pourquoi? Parce que les options sur actions, ce sont des actions qui sont cotées, et ces montages précisément ici sont des montages où on ne perd pas d'argent en bourse. Alors ça, je précise toujours. Pourquoi? Parce que il y a les banques peuvent vendre ce genre de montage aussi, mais vous connaissez les banques, hein, il y a peut-être des banquiers ici dans la salle, mais hop, ils aspirent le cash, et donc le cash, il est chez eux, et le cash, il est placé. Donc il y a des mouvements boursiers qui s'opèrent avec les options sur actions que vous faites dans les banques. Ici, hein, pour appeler un chat, Thierry, ce n'est ni plus ni moins qu'un montage fiscal et un contrat entre deux parties, et le sous-jacent, c'est Madame la bourse. Voilà, en gros, comment fonctionnent les options sur actions. Et alors, le gros avantage par rapport à du dividende et des choses comme ça, c'est qu'une fois que vous avez lancé le mécanisme, donc quand on lance des options sur actions, il y a un délai d'1 an, mais quand vous les lancez tous les 6 mois, la première année, forcément, il faudra attendre 1 an, et puis après, en fait, tous les 6 mois, vous avez un cash out autorisé qui part de votre société vers votre patrimoine privé. Et je précise toujours aussi parce que j'estime, selon moi, que c'est mieux de faire des options sur actions que les dividendes. Pourquoi? Parce qu'on a déjà eu des cas malheureux, hein, où il y avait des gens qui disaient je vais avec un petit salaire et je prends des revenus mobiliers, donc les dividendes, et puis les affaires vont moins bien, ou on perd du chiffre d'affaires style Covid, machin, etc. On ne sait pas prendre de dividendes, et donc on se retrouve avec des sociétés avec des comptes courants débiteurs et tutti quanti. Voilà. Et petite parenthèse, la partie des avantages en nature, des options sur actions qu'on reçoit, elle compte pour la règle des 45 000 pour le fameux taux réduit et les autres avantages que ça peut procurer sur le taux réduit. Voilà. Alors, les options sur actions, de nouveau, en bas de 100, comment ça fonctionne? On a... pardon, 100, je réfléchis, c'est quoi autre? Ah oui, autre, entre parenthèses, DENA, c'est pas des DENA, c'est autre, c'est avantage en nature, si je dis pas de bêtises. Ah non, autre, c'est les frais, excusez-moi, voilà. Autre, c'est les frais du plan. Le social, c'est le social qui découle de l'avantage en nature qui doit être pointé. Et sur le brut, il y aura un précompte fixe qu'on reçoit, etc. Et donc, en moyenne, avec les plans d'options, on a une sortie de cash de plus ou moins 75% de net. Alors, je vous l'ai mis ici sur 36 000 avec cotisation dans l'exemple. Pourquoi? Parce que 36 000 avec cotisation, donc c'est quand on applique des options sur un salaire de 36 000 avec cotisation, avec le rajout de cet avantage nature, en fait, on se retrouve dans une position où on a ce fameux taux réduit. Donc, on a, nous, énormément de clients qui ont cette configuration-là. Et avec cette configuration-là, vous allez, enfin, le dirigeant qui utilise ce mécanisme-là, il va pouvoir recevoir plus ou moins 30 000 euros, 30 000 euros par an, ou 2 fois 15 000 euros s'il a choisi pour cette opération. Alors là, forcément, les montants sont impressionnants, puisqu'on parle de 30 000 euros à aller chercher. Avec les options, il y a une erreur ici dans mon tableau, c'est pas frais de maison, frais de repas, c'est options. Avec les options, on va avoir plus ou moins un coût de 40 000 euros. Alors qu'on aurait voulu prendre exactement la même chose, on se s'est retrouvé avec un coût salarial de 78 000 euros. Alors les options sur actions, c'est quoi? En fait, il faut accepter l'aléatoire net des plans d'options. D'accord? C'est-à-dire que
on paye une taxe fixe au moment où on signe le contrat, on doit déclarer l'avantage en nature 60 jours après, et c'est seulement 1 an après, au fait, qu'on aura déterminé, notre net. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a un tableau que je montre souvent à nos clients qui viennent chez nous pour optimiser, entre autres, leur salaire, mais c'est que forcément, la bourse, elle est volatile, elle monte et elle descend. Et donc, c'est d'ailleurs la loi de 1999, la source de cette loi qui tient d'ailleurs en 4 pages, hein, qui n'est pas très compliquée à comprendre, elle dit, mais il ne faut pas que ça ressemble à du salaire. Donc, si le dirigeant accepte d'avoir un salaire qui est aléatoire, ben alors je lui autorise à avoir en payant une taxe fixe, à avoir une taxe fixe initiale au début qui peut-être sera moins cher que s'il avait pris du salaire, mais qui peut-être sera plus cher. Voilà. Et alors, au fait, ce qu'on regarde, c'est que quand on fait des backtests, hein, sur des longues périodes, enfin, c'est pas nous qui faisons ça, c'est ceux qui opèrent pour faire les calculs d'options. En fait, on remarque que, voilà, en moyenne, voilà, on a des montants comme ceci. Et premier quartile, c'est quoi? C'est 1 fois sur 4, vous serez en dessous de 72%. Alors oui, c'est déjà arrivé, et ça peut arriver. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on demande on conseille, nous, de les couper en 2 fois. Ça pourrait arriver une fois où vous auriez un ratio en disant, non, d'une pipe, c'est vraiment pas un bon ratio. Je prends comme exemple, pas 2023, mais en 2022, les bourses ont un petit peu plié. Ben moi, j'ai eu un ratio qui était moins bien que si j'avais pris mon dividende, etc. Et voilà, moi, ça fait des années que je fais des options. Mais en moyenne, j'ai pris plus. Mais c'est vrai qu'en 2022, j'aurais pas dû les faire en 2021 parce que cette fois-là, j'ai perdu. Donc, il faut accepter, entre guillemets, l'aléatoire sur cette sortie de cash. Et si vous divisez les montants et que vous répétez les opérations, normalement, en moyenne, vous allez gagner. Tu as peut-être, Thierry, un petit avis là-dessus parce que je sais qu'à l'époque, en 2019, c'est toi qui avais éteint l'incendie avec un dossier très, très connu qui avait failli et qui avait embêté d'ailleurs beaucoup de comptables. Donc, voilà. Je ne sais pas si tu as deux, Mais trois commentaires sur le c'est-à-dire sujet. qu'à la fois, de manière générale, les options sur actions, c'est un instrument assez merveilleux. D'abord parce que c'est parfaitement légal et parfaitement autorisé par la loi, mais ça doit être bien fait. C'est vrai que j'ai eu le plaisir de te donner un coup de main pour aller auprès du service des décisions anticipées, obtenir un ruling bétonnant le produit, parce que effectivement, je pense que sur le marché opèrent d'autres opérateurs qui ne sont peut-être pas très très rigoureux dans je dirais l'application ou l'exécution même des rulings qu'ils ont obtenus, ce qui a abouti effectivement à une grosse action de contrôle. Je crois que c'était du côté de 2019. Alors l'administration fiscale se trompait dans ses contrôles, dans cette action de contrôle. Ce que j'ai pu lui démontrer, et en fait je n'étais pas du tout l'avocat de l'opérateur en question, mais j'avais été appelé au secours par un certain nombre de fiduciaires qui étaient clients de chez cet opérateur, et j'ai pu de cette manière-là, avec les contacts que j'ai, effectivement démontrer que ces contrôles étaient basés sur une mauvaise analyse juridique de la notion d'option. Mais sinon, c'est quelque chose dont on peut profiter. On ne sait pas si on pourra encore en profiter pendant des années, parce qu'il faut aussi se dire qu'il faut appliquer en matière fiscale pour l'instant un adage qui est take the money and run. Prends l'oseille et tire-toi. Dès le moment où on peut bénéficier d'un avantage, il faut le prendre, parce qu'on ne peut jamais garantir que l'année prochaine ou l'année d'après, ce sera encore le cas. Et exemple type, on mise tout sur le VV, celui qui mise tout par exemple sur du VVPR bis. Demain, on peut supprimer le régime du VVPR bis. Et donc, quelque part, l'avantage, c'est que sur ces options sur action, tant que ça fonctionne, et espérons que ça fonctionne encore pendant des années, il faut en profiter. Par contre, celui qui aujourd'hui dirait, par exemple, tiens, je constitue une société et je veux capitaliser mes réserves pour dans 3 ans ou dans 4 ans toucher un gros dividende qui ne serait taxé qu'à 15%, c'est gentil, mais ça démontre surtout une grande confiance en l'État belge, parce que quelque part, il faut encore que le régime soit encore applicable en 2026 ou 2027. Et ça, malheureusement, personne ne peut l'affirmer, en tout cas en restant sérieux. Non, c'est clair. Ouais, c'est pour ça qu'on s'amuse beaucoup, hein, Thierry. Oui. Ça bouge, moi, ça fait 20 ans, ça bouge tout le temps. Et en fait, on est toujours prêt à réagir. Et j'ai bien aimé la petite expression, c'est take the money and run. Et on verra bien ce qui se passe. C'est vrai qu'en 2022, début de 2022, on parlait, ça va sauter, ça va sauter, ça va sauter. Et au final, ça n'a pas sauté. Donc, voilà, on continue forcément à appliquer ces mécanismes fiscaux. Je vois qu'il reste un petit 17-18 minutes. Je vais maintenant faire un petit détour sur la suite. Hein. Donc, quand on a optimisé son salaire, il reste après quoi? Il reste après les profits. Hein. Donc, on doit payer des taxes dessus. On peut utiliser les dividendes, donc les précomptes mobiliers qui sont parfois à 30, parfois à 15. On peut utiliser le mécanisme des réserves de liquidation. Alors, il y a un truc
qu'il faut faire attention, enfin pas attention, mais en écrivant ces slides, j'étais assez content de la phrase, c'est d'abord on économise et puis on optimise. Donc en fait, le jeu, c'est quoi? C'est, on dit, ben voilà, j'ai besoin de 3 000 euros, ça coûte X, hein, s'il avait pris en salaire pur et dur, ça coûte 65, 70 000 euros, peu importe. Ben, est-ce qu'il n'y a pas, est-ce que je peux pas prendre, je donne une combinaison X, je peux pas prendre 2000 de salaire, 500 euros de loyer et 500 euros de plan d'option? Ben, la réponse, elle est oui. Et en fait, en faisant ça, on va peut-être gagner 5, 10, 15 000 euros par an, ok. Et puis, avec ces 15, 20 000 euros d'économies qu'on a fait par an, c'est dit, ah ben voilà, ils passent encore forcément à l'impôt des sociétés s'il reste là. On peut éventuellement faire d'autres produits pour avoir des sorties de cash ou des placements type assurance de groupe. Alors c'est clair qu'on optimise le salaire forcément, comme c'est la première chose qu'on détruit, ça peut réduire un petit peu ou même parfois beaucoup vos placements de groupe et des choses comme ça. Mais en attendant, on a économisé de l'impôt et puis on va voir qu'est-ce qu'on fait après. Alors moi je conseille souvent, vous l'avez compris dans les slides suivants, c'est que on utilise le dividende et les réserves pour les profits et pas pour vivre au quotidien. Je trouve que c'est pas un produit qui est fait pour, même si pour être très honnête avec vous, les combinaisons, je prends un tout petit salaire et je suis en VVPR10, ça vient parfois chatouiller les combinaisons qu'on fait, très honnêtement. Voilà, mais voilà, je déconseille d'utiliser tout ce qui est dividendes et revenus immobiliers, enfin en tout cas de ce type-là pour vivre. Et alors, dans la mesure du possible, je pense que ça devient maintenant extrêmement rare, c'est n'utiliser jamais le précompte à 30%, ce qui me fait l'objet du prochain slide. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? C'est que j'ai mis les ratios principaux toujours en bas de 100, vous voyez comme c'est facile, on sait compter que jusqu'à 100 pratiquement, mais donc il y a l'impôt des sociétés, quand j'écris ISOC 25, c'est ISOC 25 / dividende 30, ça veut dire impôt des sociétés 25 et un dividende à 30. La colonne suivante, c'est impôt des sociétés à 20, dividende 30, impôt des sociétés 25, excusez-moi, dividende 15, impôt des sociétés 20, dividende 15, impôt des sociétés 20, réserve de liquidation à 10, plus on paye 5% dans 5 ans, et ISOC 20, réserve de liquidation à 10, et là on paye rien, pourquoi? Parce qu'on passe à la liquidation. Vous avez vu, je vous l'ai mis dans le tableau du moins avantageux au plus avantageux. Alors dans la vraie vie, c'est quoi? C'est que on n'utilise quasiment plus jamais les 30. Pourquoi? Parce qu'on peut utiliser les réserves de liquidation pour en gros toutes les petites sociétés. Hein. Je crois que c'est pas autorisé pour ce qu'on appelle les grosses sociétés, hein, ceux qui ont plus de 7 millions de chiffre d'affaires, 7 millions d'actifs, machin, etc. Mais donc les deux premières colonnes, on les utilise rarement et on a souvent des dossiers qui sont soit en ISOC 25 parce qu'il y a un petit salaire, ils dépassent pas les 45 000, soit en ISOC 20 quand ils ont droit au fameux 15% parce que la société a été créée après. Je me rappelle plus la date. 1er juillet 2013. Ouais, c'est 2013, voilà. Après 2013, voilà. Moi, par exemple, personnellement, ma société, elle date d'avant 2013. J'ai pas droit aux 30%. Ben, je n'utilise jamais, pour ainsi dire, les dividendes 15%. Et donc, mes profits, je les mets en réserve de liquidation. Réserve de liquidation, plus éventuellement 5. C'est vrai qu'il faut attendre 5 ans si techniquement on veut les prendre. Voilà. Et alors, ça, c'est intéressant aussi parce que quand on fait les calculs précisément, j'espère que j'ai pas fait de faute. Donc le ISOC 25 dividende 15, on a 60, presque 64%, et puis on a 68% dans l'ISOC 20 avec le dividende 15. Et alors la réserve de liquidation, elle est un peu particulière parce qu'en fait l'impôt, le 8 se met au-dessus et pas en dessous, et donc ce qui fait qu'il y a un léger petite différence de rendement. Et alors forcément, ben, ceux qui ont la chance de ne pas devoir vivre avec peut-être ces réserves et qui peuvent les laisser et qui un jour viendront à liquider la société, ben, auront été taxés au maximum à 28%, puisqu'on a une sortie de cash à du 72% net. Alors, je fais une petite parenthèse sur ce sujet qui m'est à cœur, parce que moi, je suis un fan de réserve liquidation, et je pense que Thierry aussi. Pourquoi je suis fan de la réserve liquidation, même quand les sociétés ont du 15%? Alors, de nouveau, ça dépend des cas. Hein. Parfois, il faut s'adapter aux situations. Mais bon, déjà, quand vous êtes conseiller, ben, je trouve ça plus agréable de payer tous les mois dans son versement anticipé d'ISOC. Ben, nous, dans les calculs, on conseille déjà de payer ce 10%. Et en fait, on arrive à la fin de l'année, ben, on a déjà payé ses taxes quasiment presque pour amener l'argent dans le patrimoine privé. Ça vient vous mettre à l'abri un changement de loi sur les dividendes. Là, tu pourrais peut-être un petit peu intervenir, Thierry, parce que hier, on en a parlé, c'était, ce que tu m'avais expliqué était assez éloquent. Donc, voilà, ça met à l'abri aussi les profits, donc les dividendes, pardon, il y a une faute dans mes slides, en cas de changement d'actionnaire. Donc parfois ça pourrait arriver, un transfert entre associés, décès pas en ligne directe, mais donc on peut perdre ce fameux taux réduit de 15%, donc pour les sociétés qui ont été constituées après 2013, pardon. Et ben, on l'a vu tout à l'heure, vous gagnez encore 5% parce qu'il y a bien un jour, je suppose, j'espère, vous allez liquider la société pour partir à la pension parce que vous n'en avez plus besoin. Ben, ça veut dire que les 5 dernières années, hop, vous avez mis 5 de côté, et on l'a vu dans le tableau, ben, on gagne quand même quelques frifrelins. Ça va. Peut-être Thierry sur le changement de loi des dividendes. Hein, donc si le 9 juin après le vote, hop, il y a quelqu'un qui se lève et le VVP bis disparaît. Toutes les réserves que que les clients pensaient sortir à du 15, elles pourraient se voir taxables à du 30%. Hein, c'est juste ça.
Mais c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, on vit en Belgique, et donc ce qui est à la fois merveilleux, mais quand même un peu astreignant, parce qu'en fiscalité, ça change tout le temps. Alors, comme tu l'as dit, on va voter le 9 juin, et bien malin qui sait, parce qu'on a deux élections en plus de ça cette année, donc on en a une au niveau fédéral, on en a une aussi au niveau régional. Ce sont les deux entités qui décident de la fiscalité en Belgique. On peut s'attendre à de gros bouleversements. Aujourd'hui, bien malin peut dire qui sera aux manettes, mais quelle que soit la couleur des chimères qui nous dirigeront, hein, qu'ils soient rouge, vert, orange, bleu, voire noir, vont tous être confrontés au même problème, qui est le déficit abyssal de nos finances publiques. Et j'ai d'ailleurs assez récemment vu le débat des présidents de partis francophones sur RTL. Le seul point sur lequel ils étaient d'accord, c'était le fait qu'il fallait réformer la fiscalité. Ben, ça veut dire que des changements, on va en avoir. Des bons, des moins bons, impossible de le dire pour l'instant, par qui que ce soit, même De Croo et même Van Petegem n'en savent rien à l'heure où je vous parle. Mais juste, simplement, en termes de technique législative, si demain on vote un article disant que dorénavant on supprime le régime du VVPR bis, à partir du jour où on l'annonce, ce sera parfaitement légal. On ne pourra pas s'y adapter. Alors si, et c'est toute la différence entre justement une capitalisation de dividendes futurs en espérant avoir du 15%, oui, si au moment où on vote ce dividende futur, les 15% sont toujours applicables. Et ça, à tout moment, ils peuvent supprimer. Par contre, en termes de réserve de liquidation, ce qui est très bien, et c'est toujours le même principe, take the money and run, c'est qu'il paraît absolument inconcevable et même totalement inconstitutionnel que le législateur vote éventuellement autre chose que je vous empêche à partir de maintenant de constituer de nouvelles réserves de liquidation. Ça, c'est possible. Par contre, ce qui serait totalement impossible, c'est de toucher au régime fiscal à titre rétroactif, rétroactivement, au régime fiscal de réserve de liquidation qui aurait déjà été constitué. Ça, c'est vraiment pas possible. Et donc, si vous pouvez avoir du VVPR bis maintenant, ben, sortez-le parce que l'année prochaine, je ne sais pas si vous pourrez encore, personne ne le sait. Et par contre, si vous pouvez constituer les réserves de liquidation, ben, faites-le effectivement parce que vous êtes toujours gagnant. Soit vous attendez 5 ans, vous payez encore 5% et vous le sortez en dividende, soit vous liquidez la société, et dans ce cas-là, vous avez effectivement encore mis 5% dans votre poche. Et ça peut effectivement créer des mécanismes tout à fait intéressants. Moi, je connais des gens comme ça qui tous les 5 ans vendent leur fonds de commerce, constituent une nouvelle société, constituent une réserve de liquidation, sortent l'argent et endettent la nouvelle société avec un crédit bancaire pour payer tout ça. Et ça fonctionne parfaitement bien. Ok, super. Voilà. Donc là, vous voyez mon Excel normalement. Voilà, c'est un petit simulateur qu'on a fait à la maison. Monsieur Desfils, donc ça c'est les données classiques, hein, on lui a mis 15%, etc. Monsieur Jean Desfils, il est marié, il a 2 enfants, il a 130 000 euros de chiffre d'affaires avec 30 000 de frais généraux. On lui a mis un petit loyer, il a un petit revenu cadastral de 1000, il a une petite partie professionnelle de 10%, il a une partie mobilière, donc on a fait c'est 60% immobilier et 40% mobilière, c'est le maximum qu'on peut appliquer, enfin c'est le pourcentage qu'on doit appliquer, et il a une quote-part propriété, c'est 100% à lui ou c'est 50% avec son épouse, peu importe. Voilà, on lui met le petit kit de frais traditionnel, je mets tous les autres montants à zéro d'ailleurs dans la vraie vie, je pense qu'ils sont quasiment tous à zéro, ouais, sauf peut-être parfois avec les frais de voiture. Voilà, donc là, les 300 euros de frais, et je lui ai mis un petit kit d'avantage en nature, le kit classique avec Internet, kit IT, comme on dit maintenant, Internet, smartphone, etc. Et j'ai mis une petite voiture électrique, donc avec 154 euros d'ATN, donc j'ai pas poussé trop fort. Et monsieur Jean Desfisques a 3000 euros de net actuellement. Ici, c'est la combinaison en fait où il n'y a aucun des 3 à 4 mécanismes que je vous ai expliqué qui est activé. Et donc, la réalité, c'est quoi? Ben voilà, avec ces fameuses tranches d'imposition, plus le social qui vient par-dessus, plus les communaux qui viennent encore dessus, etc., etc., ah ben, pour avoir 3000 euros, ça va lui coûter plus ou moins 6000 euros. Donc on a un taux d'imposition ici, hein, où on voit qu'on a un taux d'imposition sur son salaire avec une sortie de cash de plus ou moins 49%. Alors vous voyez, on a un coût de plus ou moins 73 000 euros. Alors maintenant, je vais activer purement et simplement le remboursement de frais. Hein, donc le logiciel ici il fait du remplacement, hein, donc c'est pour ça que je posais tout à l'heure la question à Thierry, c'est est-ce que je peux remplacer mes remboursements de frais et diminuer un petit peu mon salaire, parce que voilà, je suis bon père de famille et j'ai l'impression que ça coûte un petit peu trop cher. Je remplace aussi par du loyer. Je vais déjà m'arrêter à cet endroit-ci. Pourquoi? Parce que en activant les deux options, vous voyez, il a activé les chèques repas
l'avantage nature qui est de 1,09 € si je dis pas de bêtises sur les chèques repas, et la requalification de loyer, voilà, parce que il a calculé son revenu cadastral, etc. Et donc vous voyez que déjà par ce petit mécanisme, on se retrouve avec un gain, comme j'expliquais tout à l'heure dans les slides. J'ai simplement activé le remboursement de frais de loyer et monsieur a toujours 3 000, mais au lieu que ça lui coûte plus ou moins 6 000, donc 72, 73 000, hop, on est passé à un coût de 61 000 €. Et alors ensuite, on va, monsieur n'a pas peur d'avoir un net aléatoire qui risque de bouger un tout petit peu dans un an, on lui active ses options. Et voilà, et en fait, on voit ici qu'on a réussi à le mettre dans une position où il se retrouve avec une imposition de plus ou moins 24%, donc un net de 75%. Est-ce qu'on a réussi à renverser la vapeur? Oui, je pense. Alors, vous voyez, quand on diminue le salaire, on a fait une autre opération, c'est qu'on a forcément il a plus le taux réduit, parce que monsieur gagnait, la société de monsieur gagnait 100 000 € avant distribution de salaire, pour l'expliquer autrement. Et comme maintenant son salaire a fortement diminué, il a plus droit au taux réduit. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait généralement quand on a un client, c'est qu'on monte un petit peu pour voir si c'est pas intéressant éventuellement d'aller monter. Donc on va plus loin dans nos estimations et on regarde les sorties de cash pour voir si c'est pas intéressant d'aller chercher le taux réduit. Donc voilà. Et vous voyez ici, si on sait qu'on a un client qui a 25 d'ISOC et 15 de soit réserve liquidation précompte, il va avoir une sortie de 64. Donc parfois, c'est intéressant, même si le client n'en a pas besoin, mais comme il fait quand même des réserves plus tard, on dit on va volontairement monter un petit peu ton salaire, en tout cas pour des raisons entre guillemets fiscales, parce que c'est intéressant de le faire. Et puis parfois, on vient coupler tout ce qui est assurance de groupe, les placements. Et donc voilà, donc en gros, résumé, c'est relativement simple, c'est vous mettez en place un loyer meublé si c'est possible, dans les limites raisonnables, comme on dit, de taux de marché. Vous activez les frais de repas et les frais de maison. Vous augmentez à la fois, parce que c'est ça tout le travail, entre guillemets, c'est que vous augmentez à la fois votre salaire et vos options pour atteindre le net souhaité, couvrant aussi vos ATN. En fait, c'est deux choses qui bougent ensemble. D'ailleurs, l'avantage nature, il est de 20% du salaire. Donc, en option, on appelle ça la règle des 20%. En EIP, c'est la règle des 80, mais en option, c'est la règle des 20%. Donc, vous augmentez les deux pour atteindre le net souhaité, en ce compris la déduction de vos ATN. Voilà. Et généralement, donc on s'arrête au net désiré, et puis le reste, vous travaillez avec les dividendes et les réserves pour faire des éventuelles sorties de cash. Voilà, et donc je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez des questions, il est 13h pile poil, donc on a eu un timing parfait. Merci beaucoup Thierry.